Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Et oui, je repoursuis avec les DVD de la WWE cette fois-ci, vu comment j'en ai quasiment terminé avec la TNA. Même si, même du côté de la PWG et que soit d'autre, je ne sais que je n'ai pas terminé, mais que je décide quand même de m'attaquer du côté de la WWE pour tout simplement contempler certains qui adorent cette structure depuis de nombreuses années, comme moi évidemment. Mais c'est juste pour passer avant les coffrets et DVD PWG pour faciliter la tâche. Donc pour ça, je vous le montre. En plus, c'est un show hebdomadaire que vous connaissez bien tous, sous le nom de Monday Night Raw. Et c'est avec un titre Homecoming. Et pourtant, c'est un show comme tous les autres. Donc Monday Night Raw Homecoming, qui a eu lieu le 3 octobre, un lundi, au American Airlines du Dallas, Texas, toujours en Amérique bien sûr, et que là on voit le Big Boss, le grand patron, Vincent Kennedy McMahon, ou Vince McMahon plus précisément, John Cena, Trish Stratus, Triple H, Hulk Hogan, Mick Foley et Stone Cold Steve Austin. Voilà, rien que pour citer que. Et que là, on voit tous les images. Et derrière, la liste des matchs. Donc bien sûr, il dure environ presque 2 heures, si je crois bien. Et malheureusement, il est en anglais. Donc il n'existe pas de version française. Dommage pour vous. Et que je me rappelle que ça a commencé directement avec un Piper Spit entre Mick Foley et Roddy Piper, qui étaient là pour haranguer la foule, mais aussi pour se mettre en valeur tous les deux, et de se parler de tout et de rien, jusqu'à ce qu'il y a Randy Orton qui arrive avec son papa, The Cowboy Bob Orton, et qu'il commence à se mettre en avant et un peu se moquer des légendes, vu comment on n'oublie pas que c'est The Legend Killer, le tueur de légende, et qu'il manque ouvertement de respect à Mick Foley et à Roddy Piper. En même temps, ça fait partie du personnage de Randy Orton. Et que, voilà, même si Roddy Piper ne se laisse pas faire et qu'il commence à attaquer Orton, mais c'est pas, on va dire, le tout, quoi. C'est vraiment pas le tout, parce que je me rappelle que après Bob Orton donne un gros coup de poing à la tête de Mick Foley, et ça va permettre à Randy Orton de faire un RKO sur Roddy Piper, et qui va enchaîner un RKO sur Mick Foley, et qu'il repart avec son père, voilà, fier, comme s'il avait un bar tabac. Donc ça, c'était le segment. Et après ce segment, eh bien, on a un match, donc le premier match de la soirée, et c'est un Ironman match de 30 minutes entre Shawn Michaels contre Kurt Angle. Et oui, il n'y a pas à dire, c'était vraiment du top, ce match-là. Surtout le Ironman match, qui était vraiment pas mal. Vu comment les deux étaient en rivalité, notamment du côté de WrestleMania 21, et qu'ils ont sorti un sacré banger. On a eu la revanche à Vengeance 2005, auquel c'est Shawn Michaels qui a remporté la victoire, vu comment du côté de WrestleMania, c'est Kurt Angle qui avait remporté la victoire. Et bien maintenant, on remet le couvercle, on fait la belle pour un Ironman match. Il y a eu énormément de grosses prises dans ce match-là, même si je pense l'avoir déjà cité dans les 15 ans de Raw, parce que ce match-là, il est présent dans les 15 ans de Raw. Et pareil pour un segment entre Stone Cold Steve Austin et Monsieur McMahon, mais ça je passe après. On a eu pas mal d'échanges, des Atemi, des Germaines, des Belly to Belly over the head suplex, des T-bone suplex, même des body slam et superplex aussi à la fois. Jusqu'à ce qu'au moment où Shawn Michaels se positionne sur la 3e corde pour son célébrissime descente du coude, mais il n'aura pas le temps de l'enchaîner, vu comment il perd un tout petit peu de temps sur la 3e corde, que Kurt Angle vient le chercher en hauteur et faire un Olympic Angle Slam
du haut de la 3e corde et qui fait le pin, il marque 1 point. Bon, après, ça continue, hop, 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 ça continue encore, encore et encore. Et qu'on était déjà à la moitié des dizaines de minutes, hein, vu comment on était à la 29e minute et qu'ils ont dû aller plus vite que ça, même pendant la pause publicitaire, et que ça allait déjà dans les dizaines de minutes, et que Kurt Angle s'est acharné sur la cheville de Shawn Michaels. Donc il s'est acharné sur la cheville de Shawn Michaels. Donc il travaille dessus comme un véritable cuisinier qui est en train de préparer sa recette spéciale de sa cuisine. Donc il la prépare, il la assaisonne, et que Michaels tente le tout pour le tout, même s'il a mal à la cheville et qu'il subit le ankle lock et qu'il tente de se débattre, mais Angle, comme un véritable pitbull, il ne lâche pas son beefsteak, il ne lâche pas son morceau d'os non plus. Il lâche rien. Et il a fallu qu'il fasse une erreur, Kurt Angle, pour que Shawn Michaels fait un petit paquet pour la victoire. Donc les deux sont à 1 partout. Donc voilà, 1 partout, si je crois bien. Oui, je crois que c'est ça. Et qu'après, un tout petit peu plus loin dans le match, ça rebolote et ça repart à se foutre sur la tronche. Et oui, que ça, que sur la tronche, la tronche. Jusqu'à ce que Shawn Michaels a voulu faire un switch en musique, mais sauf qu'il se fait attraper par un ankle lock de Kurt Angle, et que cette fois-ci, il va le maintenir au sol plus longtemps que prévu, et que Shawn Michaels, suite à la pression du ankle lock, n'aura pas le choix d'y abandonner. Donc, on est à 2-1, donc celui qui a marqué 2 points, c'est Kurt Angle, alors que Shawn Michaels en a marqué qu'1 point. Mais qu'après, ils vont être à égalité, car un peu plus loin dans le match, après quelques 8e ou 9e de minute, Shawn Michaels prend l'avantage, ces fameux Atemi, Atomic Drop aussi, Body Slam, descendre du coude, et qu'après il veut dégainer les instruments de musique, donc son fameux super kick qu'est le switch and music, et il va le dégainer, et il va marquer encore 1 point, donc c'est à 2-2, donc 2 partout, balle au centre, et que c'est là où tout va se jouer. Parce que les deux, il faut savoir que les deux, ils étaient ultra épuisés, parce qu'en même temps, dans un Ironman match, il faut savoir tenir longtemps, et tenir longtemps, c'est sûr, c'est chaud bouillant, et c'est très long, donc il faut savoir bien tenir. Tout ce que je me rappelle, après quand ils étaient presque à la fin du décompte, les deux, ils tentent tout dégainer leurs arsenals de prise. Et c'est pareil pour Angle. Tentative de Angle Slam, mais Michaels fait un DDT. Quand il veut faire un switch en musique, c'est là où il commet une erreur une nouvelle fois, Shawn Michaels, car il se fait prendre au piège par un ankle lock, et du coup, Angle ne veut pas lâcher. Donc il ne veut pas lâcher, parce qu'il veut une victoire concrète et directe. Mais ils étaient presque à 2 doigts de mettre KO l'arbitre, vu comment Shawn Michaels a fait une simple petite roulade pour le faire basculer, et peut-être pour mettre KO l'arbitre. Mais c'est là où Kurt Angle aurait pu s'y attendre, vu comment Shawn Michaels fait un switch en musique, et au moment où il faisait le tomber, il était déjà trop tard, le décompte passait au 0, et que c'était la sonnerie de la cloche. Donc il ne pourra pas marquer un 3e point, que ce soit pour Kurt ou pour Shawn, et que ça s'arrête ici. Donc on n'est que à 2-2. Même si Shawn Michaels, il n'en a rien à faire, douleur ou pas douleur aux chevilles, il est toujours prêt à relever la pente et à se battre, quitte à s'épuiser lui-même, et qui demande à Angle de revenir sur le ring pour en finir tout de suite. Mais vraiment tout de suite. Donc Kurt Angle fait croire qu'il va accepter, mais en vérité il ne va pas accepter, il va complètement lâcher en disant « Et puis merde, hein, j'ai pas envie de faire 30 secondes de plus dans le match, je préfère partir au vestiaire. » Donc ils se sont arrêtés là, vraiment arrêtés là. Et que ce match-là, vu comment je l'avais déjà noté dans les 15 ans de Raw, je lui avais mis un 4,60.
vu comment c'était un match nul. Donc on peut appeler ça par un match nul, vu comment les deux ils étaient à 2 partout. Voilà, voilà. Après ça, il y a eu pas mal de segments, vraiment pas mal de segments, comme Eric Bischoff qui est en train de se préparer pour son match face à John Cena dans le main event, et qu'il était en mode karatéka, vu comment il avait son petit pyjama de judo, ou son kimono, appelez ça comme vous voulez. Ouais, donc c'est Karate Kid, ou alors plutôt Karate Allman, quoi. Et pourtant, Eric Bischoff, c'est pas le monsieur Miyagi du catch, hein. Vraiment pas du tout, hein. Même si je ne peux pas nier qu'il a peut-être déjà été ceinture noire de karaté, entre parenthèses, bien sûr. Mais qui parlait avec monsieur McMahon, voilà, comme quoi il voulait avoir son accord pour avoir carte blanche ce soir. Un truc que Vince va accepter. Et qu'après ça, ça va passer directement un segment sous le ring, où Vince McMahon se met en valeur, il se met complètement over, même à la fois méprisant des fois, quitte à tacler Stone Cold Steve Austin, en disant que même si votre plus gros star, qui est Stone Cold Steve Austin, je l'avais déjà ridiculisé et déjà battu par le passé, si ça aurait à refaire, je l'aurais refait. Et du coup, c'est là où Steve Austin va s'y pointer et qui va dire « Ah, vu comment tu adores parler des petites anecdotes par le passé et que tu veux m'humilier, je vais t'humilier à mon tour, vu comment je vais passer les segments, enfin les moments où je t'ai bien foutu la honte. » Donc il nous montre les scènes où, je sais pas, on va dire par exemple quand Vince McMahon est à l'hôpital et que Stone Cold s'était déguisé en médecin pour tabasser le boss, de le électrocuter avec la machine qui permet à faire revivre les personnes qui sont dans le coma ou en train de mourir. Ou encore, il lui a même fait une prise de sang dans les fesses. Donc il lui a fait un petit piqûre. Ou encore le deuxième moment, c'est quand Steve Austin a pris en otage Vince McMahon, vu comment il était presque à passer à l'acte, vu comment il avait un gun, des fusils, et qu'il avait pris en otage, en plein centre du ring, vraiment en plein centre du ring, et qu'au moment où il avait le pistolet, il intimide un tout petit peu Vince McMahon, là on va dire, alors tu vis tes derniers instants, enfoiré, jusqu'à ce qu'il met le pistolet sous la tempe, et là au moment où il appuie sur la gâchette, qu'est-ce qu'il y a? Un drapeau qui est marqué Bang 316, et que c'était à ce moment-là où Vince McMahon s'est fait pisser dessus et qu'après il se mange un stunner. Le troisième segment, c'est quand il y avait Stone Cold Steve Austin qui conduisait une camionnette de bière, quoi, et qu'il asperge Vince McMahon, Shane McMahon et The Rock à l'approche de WrestleMania 15, qui a eu lieu en 1999, ou 99 si vous préférez. Donc il n'y a eu que ça, et après les deux ils ont parlé de tout et de rien, et que Steve Austin, fidèle à lui-même, il fait un stunner sur le Big Boss, et même à Shane McMahon, il va enchaîner un stunner, et quand c'est Stephanie McMahon qui est prêt à venir, elle veut porter son courage à deux mains, et en essayant de lui dire, mais qu'est-ce qui te prend, qu'est-ce que tu fous, tu crois que t'es mieux que les autres à stunner toute ma famille, tu mérites une grosse baffe. Donc elle lui fout une baffe à Steve Austin, mais sauf que Steve Austin lui fait un stunner, et du coup il manque un dernier membre de la famille, et qu'il s'agit ni plus ni moins de Linda McMahon, la femme du boss et la mère de Shane et Stephanie. Alors tout ce que je sais, c'est que à un premier temps, Steve Austin, c'est tellement rare pour le souligner, il va se montrer très tendre envers Linda McMahon, ce qui est tellement rare. Il va un peu la charrier, la taquiner, même si elle n'est pas dans son élément, mais elle se laisse vraiment tenter au jeu, jusqu'à ce qu'il demande de la bière pour lui picoler, et pour un peu picoler Linda. Et un coup qu'il a bien picolé Linda, c'est à ce moment-là où il décide de faire un stunner sur Madame McMahon. Voilà, donc en gros, il a stunné toute la famille.
et qu'il est présent dans les 15 ans de Raw, comme j'avais dit. Et qu'après, ben, Vince McMahon, ben, il part chez lui dans sa limousine. Même si on sait qu'en tant que booker et promoteur, il ne peut manquer un show pour rien au monde. Mais c'était un segment sympa. Et après, ben, on nous passe les légendes qui sont présents au premier rang. Voilà. Et après ça, ben, le match de l'échelle. Oui, le match de l'échelle et le perdant quitte Raw. Voilà, on passe directement à la vitesse supérieure. Entre Edge et Matt Hardy. Et bien sûr, Edge était toujours accompagné par Lita. Voilà. On connaît tous cette histoire du triangle amoureux. Si vous ne saviez pas, ben, dommage, c'est que vous êtes encore jeune. Et dire que moi, je me rappelais à cette période-là, vu comment je n'arrêtais pas de regarder que du catch, que ce soit Raw ou SmackDown. Même si j'avais les souvenirs un peu brouillons, mais je me rappelle très bien des affrontements qui m'ont tous marqué. Surtout une rivalité. Je ne cite pourtant jamais assez, mais pourtant ils nous ont vraiment marqué. Quand ceux qui ont débuté bien avant la génération Catch Attack ou NT1, ça dépend ceux qui ont débuté bien avant cette révolution du catch en France et en Belgique et à l'international. Mais c'est tout ce que je peux dire. Mais en gros, vous saviez que Lita a trompé Matt pour être avec Edge. Et du coup, ben, vu comment ça a pris des grosses proportions dans la vraie vie, et que Matt Hardy s'est fait virer de la WWE par rapport à ses déclarations ben, qui s'est passé dans la vraie vie, et du coup, ben, il a été puni pour ça, il a été viré, et que ça lui a mené à catcher à la Ring of Honor, mais qui va rester pas très longtemps, car après, il va revenir, il va avoir un nouveau contrat, et surtout avoir une rivalité contre Edge, auquel ce dernier va passer ses nerfs à l'attaquer partout où il passe. Un coup qu'il voit ben, des longs cheveux blonds avec des lunettes et un long manteau, eh ben, il peut pas s'empêcher de l'attaquer. Donc oui, un gars avec des longs cheveux blonds, avec un long manteau et des lunettes, c'est sûr que il y a de quoi qui passe sa frustration, mais qui peut pas non plus frapper sur une femme. Voilà, il peut pas frapper, mais en revanche, il peut bien faire des prises dessus. Sans trop la frapper avec ses mains, ses pieds, et j'en passe des coups. Et excusez-moi si vous entendez un chien aboyer, vu comment je ne peux pas camoufler le son. À part le son de ma voix, je ne peux pas camoufler la plupart des environnements. Donc je ne peux pas tout masquer d'un coup. Donc je suis sans masque et sans filtre pour masquer le bruit et j'en passe des trucs. Je me rappelle qu'à un moment donné, ben, vu comment je l'avais déjà dit dans le coffret You Think You Know Me de l'histoire de Edge, je me rappelle que Edge fait son entrée en premier, mais qu'il veut faire diversion, et que Lita soit ben, près de la rampe d'entrée, et que Matt Hardy va faire son entrée. Et justement, il a oublié ben, que Edge allait lui tendre un piège, donc en l'attaquant, et c'est là où le match se poursuit direct, et qu'il était à deux doigts de remporter la mallette rapidos, mais il s'est fait arrêter dans l'élan par Jeff Hardy qui va pas... Matt Hardy, que Matt Hardy ne va pas laisser la moindre occasion, et du coup, ben voilà, il va s'acharner dessus, il va le marteler de coups de poing, de coups de pied, et même... le torturer avec des échelles, vu comment il va le torturer les côtes, en s'appuyant sur les atouts et les échelons du ring, enfin, les échelons de l'échelle, quoi. Donc il utilise son échelle comme une véritable arme, même si on sait qu'on a deux spécialistes de match de l'échelle et de TLC, et pas de l'aisselle, parce que ça veut rien dire les aisselles. Oh putain, je dis des mots qui n'ont pas de sens et pourtant j'arrive à faire des bourbes à chaque moment. C'est incroyable. Bon, après, il y avait eu beaucoup de brawls, beaucoup de brawls. Même Lita n'a même pas hésité à intervenir dans le match. Vraiment, elle a vraiment pas hésité. Et pourtant, à deux doigts, j'ai cru qu'elle allait se faire démonter par Matt Hardy. Comme par exemple, il y a une table, il veut faire un powerbomb à travers la table, mais elle se fait sauver par son mec de l'époque, donc qui est Edge, et que Edge va faire un splash sur Matt Hardy à travers la table,
et qu'il était presque à 2 doigts de remporter la mallette, mais c'était peine perdue. Matardi, comme il le dit, il ne mourra pas avant d'avoir remporté le titre ou une mallette. Peu importe les opportunités qui s'offrent à lui, il ne veut pas perdre ni perdre la vie pour ça, car c'est sûr, il a beaucoup de choses à prouver, comme mettre sa vie en danger pour divertir la foule qui est à 100% derrière lui et contre Edge aussi. Donc ils sont pour Matardi et à la fois contre Edge à la fois, vu comment on sait que Edge c'est le méchant, celui qui a piqué l'ex de son ancien meilleur ami, parce qu'il faut savoir, les deux, même quand ils se sont affrontés entre Edge et Christian et les Hardy Boys, ben, ils se sont très bien entendus, que ce soit dans la vraie vie ou sous le ring, et qu'ils ont commencé à être amis. Donc, voilà, à savoir qu'il faut à la fois comprendre. Après, quand Matardi met KO Edge, eh ben, il était à 2 doigts de remporter la mallette, mais Lita s'empare d'une kendo stick et qu'elle fouette Matardi avec un kendo stick. Mais c'est à ce moment-là où il chope le kendo stick et Lita en même temps et qu'il le fait balancer du coin. Et que là, il veut récupérer la mallette. Mais Lita, elle s'empare de l'échelle et elle le fait dégager... Ben, il fait dégager du passage où Matardi était monté là-dessus, et que c'est là où Edge va faire le coup de la balançoire, en faisant balancer Matardi, pour que celui-ci, ben, il se balance dans les directions des cordes, et qu'il va se retrouver le bide le premier dans les cordes, et je suis sûr que ça doit lui couper le souffle en faisant ça, parce que quand on voit les cordes, on a l'impression que ouais, c'est des cordes normales. Je suis sûr qu'ils sont pas si serrés à ce point-là. Et que je suis sûr que ça fait sûrement pas mal. Eh ben, détrompez-vous, les cordes comme ça fait très mal. Surtout quand ça fait bien serré. Même les cordes en câble sans, on va dire, la moindre corde en titane métal, ben, ça fait quand même très mal. Que ce soit en métal ou en laine, ça fait très mal. Et que Edge, ben, il profite, il attache les bras de Matardi entre les premières, la troisième et la deuxième corde, donc il attache les 2 bras, et Lita va faire le coup du crucifix en maintenant les bras et les jambes de son ancien copain. Donc il se retrouve piégé et il voit lentement ben, sa chance et son opportunité s'envoler. Et c'est là où Edge, tranquillement, au KLM, il va décrocher sa mallette et il va dire une dernière fois « Bye bye à Matardi ». Et du coup, ben, Matardi, totalement ben, désemparé et désabusé, et presque au bord du désespoir, voire presque sa vie et sa chance et son rêve être partis à néant, à cause de son ex-meilleur ami et de son ex-petite amie, et qui doit quitter SmackDown, et du coup il est raccompagné par la police de la sécurité. Mais après, on sait qu'il va finir à SmackDown. Voilà, on sait qu'il va finir à SmackDown, vu comment il n'est pas viré officiellement de la WWE, il a de la chance d'y aller à SmackDown. Ce match-là, je lui avais mis un 3,50. Ensuite, bah, après, il y a des segments qui se succèdent. Beaucoup de segments que je peux pas trop citer, vu comment c'est très long, très long même. Donc, à part un segment entre Ric Flair qui tease le retour de Triple H, et qu'ils vont faire équipe pour battre Masters et Carlito. Donc, voilà, il annonce directement la couleur. Et vu comment il y avait des enchaînements de segments, eh ben, je devrais à peu près toutes les skipper parce que la plupart, j'ai complètement oublié. Comme par exemple, Trish Stratus et Ashley qui se prêtent part pour le match un match handicap 3 contre 2 dans un Pride et Panties match. Donc, un match où les filles se finissent en petite culotte et en petite soutien-gorge. Donc la stipulation qui peut, on va dire, faire rêver certains d'hommes de voir ça.
Excusez-moi pour la sirène de voiture, vu comment ça vient de mon bloc. Et qui avait aussi Mae Young. Oui, Mae Young. Oh là là là, pourquoi la WWE fait ça? Faire venir des vieilles personnes en faisant ce genre de truc qu'on veut pas voir, franchement. Est-ce que ça vaut le coup? Je pense pas. Et que il y avait les légendes aussi qui étaient dans les vestiaires et du coup ben les légendes ils étaient dégoûtés de voir Mae Young en soutif et la mémé est en chaleur, hein. La mémé est en chaleur, il faut la calmer, hein. Il faut la calmer et c'est là que Fabulous Moolah fait calmer sa meilleure amie, sa bonne vieille meilleure amie et que les légendes comme j'ai dit Euh, Jim Duggan, Jimmy Snuka, The Million Dollar Man, Ted DiBiase et Dr. Death Stevie Williams. Il y avait la plupart des catcheurs qui étaient là. Mais après, Snuka, lui, il se laisse tenter, vu comment c'est un vieux briscard et que il a de la thune et il veut aller avec Mae Young. Ça, c'est un truc complètement lunaire. Bon, après, l'autre segment, c'est quand Bischoff, il se prépare et que Kurt Angle arrive et il veut faire une proposition en disant qu'il veut l'aider à, à battre John Cena. Et que même si il serait champion, il ne serait jamais pris à Eric Bischoff. Donc, Bischoff, il est complètement tenté de faire équipe avec... faire un tout petit peu équipe avec Kurt Angle. Et qu'il accepte sa proposition, il accepte qu'il vient l'aider. Et voilà. Donc voilà les segments que j'ai dû skipper, mais que j'ai dû aller rapidos. Et par contre, le match par équipe, je suis obligé d'aller rapidos aussi. Vu comment je me rappelle que Triple H et Ric Flair, ils font le travail à deux sur les deux genoux que sont Chris Masters et Carlito. Notamment avec les double ATMI. Ils ont fait un double ATMI sur Carlito. Et après sur Masters, encore sur Carlito. Ça s'est enchaîné et ça s'est succédé de prises en tout genre. Même s'il y avait un tout petit peu de cafouillage. Parce qu'il y avait des trucs qui cafouillaient un petit peu. Mais que ça n'arrête pas du tout les légendes. Que sont Triple H et Ric Flair. Même si Triple H n'était pas encore Hall of Famer. Ni encore une légende. Mais il est quand même une légende. Vu comment il a marqué l'histoire du catch à sa manière. Et pareil pour Ric Flair. C'est certes la légende. Mais toujours en activité. Et qu'il a encore du peps face à des jeunes. En tout cas, pas aujourd'hui, hein, mais à l'époque, en 2005, oui. Bon, après, ça s'est enchaîné des prises, même si je me rappelle que Triple H va chercher son Sledgehammer, donc ça m'a su. Même s'il l'utilise, il se ferait disqualifier, donc il se fait arrêter dans l'élan par Carlito. Même Chris Masters a voulu se faire qualifier, mais il se fait piétiner le genou par Ric Flair. Et du coup, Triple H, il fait un pedigree sur Carlito, et il remporte la victoire. Donc les deux, Ric Flair et Triple H, les deux membres de l'Évolution, ils célèbrent ensemble. Ils célèbrent ensemble. Et à tout moment où on ne s'attendait pas du tout à ça, Triple H, il s'en prend à Ric Flair. Oui. Il l'a empoigné avec son Sledgehammer. Et du coup, le Nature Boy saigne du front. Et il faut dire, Ric Flair qui saigne du front. On a déjà vu des centaines de fois. Et comment dire, c'est vrai que c'est un peu horrible de voir saigner abondamment. Donc, Triple H, il s'en prend à son mentor, à son idole, en le foutant des grosses patates, des claques, et qui va le faire traîner partout, que ce soit à l'extérieur du ring, devant ses amis les légendes, à Ric Flair, en train d'étrangler avec la massue, et après, jusqu'à la rampe d'entrée, au vestiaire, bref, il va le frapper de partout. Et Ric Flair, comme un vieillard complètement abattu et lessivé, il se fait marteler de coups par son protégé, que j'aimerais dire. Et que Triple H, il dit qu'il n'a plus besoin de lui, car il lui sert vraiment plus à grand chose, et qu'il se sert de lui pour le marteler de poing. Voilà, il a besoin de quelqu'un pour se venger. Et qu'il ait dit, tu sais qui je suis The Game, le King of Kings, enfin, le roi des rois, The King of Kings, The Cerebral Assassin, je suis Triple H et je suis sans pitié. Donc, il fait passer à travers les merchandising, et là où il y avait
la limousine, eh ben, il va le cogner contre la limousine, alors que le sang de Ric Flair coule sur la limousine. Et il le fait monter dans la limousine, parce que la limousine était presque proche à partir. Et il va prendre sa massue, et il va casser une vitre de la limousine. Et voilà comment ça se termine. C'est vrai que c'est un genre de match que j'ai, on va dire, apprécié, même si j'ai pas compris pourquoi du comment. Mais après, j'ai compris, après à la fin, pourquoi. C'est parce que les deux, ils vont s'affronter au Survivor Series de 2005, même si c'est encore très loin et que pour SmackDown, ce sera No Mercy. Donc voilà. Ce match-là, allez, je mets un 3,40 parce que c'est victoire de Ric Flair et Triple H, tout simplement. Et après cette bagarre honteuse, après pas mal de segments, si je crois bien, il y a le segment entre les légendes qu'il y avait sur le ring, et c'est The American Dream Dusty Rhodes, qui est raccompagné par Sergeant Slaughter, par Ricky the Dragon Steamboat, par Jimmy the Superfly Snuka, Axan Jim Duggan, Coco Beware, il y a qui encore Dr. Dev Steve Williams, Mae Young, Fabulous Moolah, il y a qui encore, il y a qui Pat Patterson, Gerald Briscoe, Nikolai Volkov, Kevin Von Erich, il y avait... Ah, c'est dur de se concentrer de ce qu'il y avait, mais je sais bien qu'il y avait pas mal de monde, et du coup, ils font une promo, voilà, pour féliciter les légendes pour leur gloire, leur notoriété, et à ceux qu'ils apportent au business, et aussi et remercier les fans pour leur reconnaissance. Mais c'est là où Robert Conway arrive totalement arrogant, il commence à interrompre les légendes, mais qu'il a eu tort d'interrompre les légendes, surtout en faisant clouer le bec à Dusty Rhodes, parce que vu comment tu te mets les légendes à dos, ben, tu te fais démonter, et c'est ce qu'ils vont faire les légendes, ils vont le démonter à série de coups de poing, et quand c'est Dusty Rhodes, ben, c'est les séries de coups de poing plus un coup de coude, qu'il appelle le Dusty Elbow, ou Atomic Elbow, peu importe lequel il peut aborder. Ensuite, ben, Kevin Von Erich, il fait son fameux claw, à la manière de ses frères et de son père, qui faisait le mandible claw, mais sauf que c'est le claw au niveau de la tête. Et qu'on demande à Jimmy Snuka de faire son super fly splash, et il va effectuer sur Rob Conway, et il vire les ordures, et voilà comment ça se termine ce segment. Voilà. Et ensuite, ben, maintenant, je passe au match à handicap 3 contre 2, pour le bras et panties match. Donc, petite culotte et petit soutien-gorge. Et pourtant, ben, c'est les faces qui vont avoir largement l'avantage. Et le match est très court. Hein. Tout ce que je me rappelle, les premières qui vont avoir ben, le premier haut déchiré ou cassé, si je crois bien, c'est Ashley. C'est Ashley qui va se faire briser son haut, donc son fameux t-shirt. Donc le t-shirt, il n'existe plus, il est complètement déchiré. Mais après ça, c'est Victoria, qui est Tara, qui s'est fait déchirer le t-shirt, donc elle finit en soutif rose. Et après ça, ben, ce sera au tour de Tori Wilson et de Candice Michel, qui vont finir avec les seins à l'air, même si ils ont des soutifs avec des couleurs différentes. Bon, après, ça s'enchaîne des prises, même si Victoria a tenté de enlever le pantalon de Trish Stratus, vu comment on voit ben, le string de Trish Stratus. On dirait qu'il est transparent, mais il paraît qu'il est transparent, mais c'est pas du tout transparent, car il paraissait, je dis bien il paraissait, même si mon argument ne veut rien dire, mais j'essaye d'aller droit au but. Mais la première qu'elle va avoir ben, sa petite jupe enlevée, ben, ce sera Victoria. Et après ça, ben, ce sera au tour de Candice Michel. Et après Candice Michel, ben, ce sera au tour, et pour finir avec Tori Wilson, qu'elle va avoir son pantalon ben, enlevé de la part de Trish Stratus et de Ashley Massaro.
ou haché tout court. Donc vous avez bien compris, c'est victoire des Face. Et vu comment ce match-là, c'est pas trop mon dada, je le mets à 3,20. C'est pas trop ce que j'apprécie le plus, mais pour les fans, ça peut leur plaire. Mais moi, je préfère pas trop y penser. Et après ça, ben, normalement, on devait avoir un match prévu de match traditionnel de SmackDown. Donc un match à 6 entre Batista, Rey Mysterio et Chris Benoit contre Eddie Guerrero, JBL, John Bradshaw Layfield et Christian. Mais au moment où la cloche a sonné, eh ben, c'est là où Eric Bischoff apparaît en interrompant le match en disant que on veut pas voir les catcheurs de SmackDown s'affronter dans un épisode de Raw, vu comment on est là ben, pour aller droit au but. Le match est annulé, comme il laisse bien dire. Donc, fini, on enlève la lumière sur du côté de SmackDown et on enlève ben, tout ce qui peut avoir un lien avec SmackDown. Et c'est là où il est complètement fier. Il se moque totalement des catcheurs de SmackDown, tout en se foutant de la gueule de Theodore Long, qui est Teddy Long, bien sûr. Et bien sûr, c'est pas fini. C'est vraiment pas fini. Donc, un match qui n'en est pas un. Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de noter? Je pense pas du tout. Hein. Vu comment il n'y a rien eu, il n'y a pas eu la moindre échange, rien, il n'y a rien du tout. Donc pour ça, ben, c'est un gros zéro pointu, je le mets pas, je le note pas en même temps. Donc le match, donc il n'y a pas de match, ni perdant ni gagnant, c'est un match annulé, tout simplement. Bon, après, il y a le segment avec Hulk Hogan qui se fait interviewer par Minji Nokerland. Voilà. Ce segment, il est présent dans Ultimate Collection de Hulk Hogan, dans l'anthologie, bien sûr, et que je lui avais mis à 3,20 alors qu'il parle au micro. Oui, je sais, je suis passé dans une période où je n'arrêtais pas de noter surtout et n'importe quoi, mais je m'arrête ici. Pour moi, c'est un 3,20. Et ensuite, pour terminer, enfin le main event, un match pour le titre de la WWE, dans un match sans aucune disqualification. John Cena contre Monsieur Karateka, Eric Bischoff. Même si c'est pas du très beau catch ce qu'on va avoir, parce que à l'extérieur du ring, il ne faut pas que John Cena oublie qu'il y a Kurt Angle et qu'il est prêt à intervenir à tout moment. Et ce dernier n'a pas hésité à intervenir. Bon, après, il faut savoir, c'est que le match, il est très court. Même quand John Cena avait l'avantage, en mettant des clotheslines, des body slams, alors que Bischoff, ben, lui, veut faire son fameux jeu de jambes de karatéka, quoi. Mais ça va pas marcher face à John Cena, parce que là, on peut dire que c'est Bruce Lee contre Arnold Schwarzenegger, ou alors Jet Li contre Sylvester Stallone, ou Jackie Chan contre ben, justement John Cena, ou allez... quel est comme exemple Bruce Willis, on va dire ça comme ça, même si ça n'a aucun sens ce que je veux dire. Mais John Cena dominait clairement le match, même s'il y avait une intervention de Kurt Angle qui n'hésitait pas à intervenir. Et pourtant, quand John Cena faisait ses fameux coups de bélier, et Shock Powerbomb et son fameux You Can See Me, avec son Five Knuckle Shuffle, il est prêt à en finir avec son fameux FU, parce que ça s'appelait le FU, et pas le Attitude Adjustment. Mais il fait un Attitude Adjustment sur Kurt Angle, et après, ben, il s'occupe de Eric Bischoff, et qui va le faire un FU, et il va battre justement ce dernier. Donc, victoire de John Cena. Un match plutôt court, mais pas, on va dire, assez extravagant. Mais je lui mets un 3,50 quand même. Parce qu'après ça, il y a bagarre entre Angle et Cena. Et c'est là où la rivalité John Cena et Kurt Angle va être lancée. Encore lancée une nouvelle fois. Donc bien sûr, il n'en a pas fini avec John Cena, mais John Cena non plus. Et que c'est là où Teddy Long arrive en disant, ben, vu comment Eric Bischoff et la moitié du staff de Raw ont un peu pourri... ben, l'ambiance du show pour que SmackDown ne catch pas ce soir, et ben, pour se venger, donc Teddy Long, lui, pour se venger, il appelle tous les catcheurs de SmackDown qui viennent tabasser les catcheurs de Raw. Donc ils ont tabassé John Cena et Kurt Angle, même sur Eric Bischoff, et c'est là où les catcheurs de Raw se sont emmêlés, et du coup ça finit dans une bagarre générale, et que ça s'arrête ici. Donc ce match-là, comme j'ai dit, 3,50, et je clôture vite fait ce DVD-là.
Donc, les matchs, les segments promo, les interviews à l'ensemble, parce qu'il y a eu des segments promo et interviews. Il n'y a pas de bonus en tout cas, mais il n'y a que ça. Je lui mets un 3,80 et moi, pendant ce temps-là, j'arrête ici, vu comment je viens de terminer. Donc, c'est tout pour cette review, c'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.